Bienvenue en cette édition. Madame, Monsieur, c'est l'heure du journal. À présent, les titres de l'actualité. Les réflexions de la 49e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine se poursuivent. Elles ont abordé la place de la femme dans l'industrie assurantielle. C'était précisément au cours de la restitution d'une étude avec la Banque mondiale. La Confédération syndicale internationale Afrique a lancé la 15e édition de sa rentrée syndicale. Cette rencontre a été ouverte par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. L'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire a convié la presse pour exprimer le souhait d'avoir une seule organisation pour le bien-être des agriculteurs en Côte d'Ivoire. Et la 2e édition des Oscars de la culture baoulé et de l'excellence a tenu toute cette promesse. Les détails dans un court instant. Nous démarrons ce journal en retrouvant notre équipe à Marrakech où se poursuit la 49e Assemblée générale de la FANAF. Ouverte le lundi 24 février, les réflexions de cette 49e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine ont abordé la place de la femme dans l'industrie assurantielle. C'était précisément au cours de la restitution d'une étude avec la Banque mondiale et l'exécutif de la FANAF. Le compte-rendu avec Mondésir Nascimento et Richard Akeki, nos envoyés spéciaux. C'est l'une des activités les plus attendues car directement relative à la gente féminine. En 2023, le sujet a commencé par être évoqué à la FANAF et les acteurs ne veulent plus s'arrêter sur la cause des femmes. À la 49e Assemblée générale de la FANAF, le rapport de la première étude du genre a été présenté. Il apparaît dans ce rapport que dans les assurances, il y a environ 15 à 20% de représentativité des femmes au niveau des directions générales. Les femmes représentent 45% des effectifs globaux des sociétés d'assurance dans la zone FANAF. Durant ces 3 dernières années, les recrutements sont beaucoup plus favorables à la femme. Elles représentent dans l'ensemble 50% de la force de vente, étant donné que toutes les analyses psychosociales aussi montrent que la femme a des influences directes sur la décision d'achat et de consommation. Ces axes d'analyse on s'est inspiré des référentiels et des standards internationaux et mondiaux de mesure de la maturité de l'inclusion féminine au sein des organisations. Et que dans ces standards-là, les formalisations, le niveau le plus basique, c'est le niveau de formalisation des politiques, des pratiques et des indicateurs. Et justement pour approfondir les données, partager des best practices en matière d'inclusion féminine dans le secteur des assurances, la présentation du rapport a fait place à un panel. Au cœur des échanges, des points tels que la femme en tant que cliente d'assurance, mais aussi en tant que directrice de société. Nous avons fait un rapport qui s'appelle She for Shield et ce que nous avons vu, c'est que le potentiel de croissance du marché de l'assurance des femmes dans les pays en développement est estimé entre 569 et 874 milliards de dollars. Les besoins des femmes et les aspirations des femmes restent largement sous-estimés. On ne peut pas développer l'assurance et surtout de façon inclusive et durable sans s'adresser à 50% de la population de nos pays qui sont les femmes. Donc ce panel est là pour montrer que c'est un axe de développement important et stratégique pour nos compagnies. Et pour ce faire, plus nous allons intégrer également des femmes dans nos compagnies d'assurance à des niveaux décisionnels, plus nous aurons de chances de pouvoir nous adresser à cette cible de clientèle. Pour nos entreprises d'assurance, même si en moyenne on a 50% d'hommes, 50% de femmes dans nos entreprises, beaucoup de femmes à des postes de direction. Nous avons encore beaucoup à faire au niveau des directions générales pour porter des femmes au niveau des directions générales des entreprises d'assurance. Il faut souligner que ce panel a été également animé par Dominique Diagou, l'une des têtes pensantes actuelles du groupe NCA. Restons toujours à Marrakech pour aborder à présent une table ronde entre la FANAF et la FIAC, entendez Fédération interafricaine des assureurs conseils. C'est une tradition pour la FANAF de faire asseoir assureurs et assureurs conseils ou encore courtiers d'assurance autour d'une thématique commune afin de réfléchir sur l'évolution de l'assurance. Les détails de cette table ronde avec Mondésir Nascimento et Richard Akeki. La digitalisation, ce phénomène technologique a phagocyté tous les secteurs d'activité et les assurances ne restent pas en marge.
Ce procédé qui transforme notamment un objet en code informatique permet entre autres une productivité accrue, une réduction des coûts opérationnels et une meilleure analyse des données. La FANAF n'échappe pas à ce nouveau vent technologique aux avantages énormes. Cependant, cette digitalisation soulève des questions organisationnelles, technologiques et humaines qu'il faut identifier et lever. Le comité scientifique de la FANAF, cette année, a voulu pousser les réflexions autour de la table ronde FANAFIAC avec comme boussole 3 objectifs. Primo, la mise en évidence des opportunités offertes par la digitalisation pour améliorer la gestion et les produits d'assurance. Secondo, analyser les défis qui en découlent. Et tertio, proposer des pistes de mutualisation pour améliorer la collaboration entre assureurs et assureurs conseils et conduire des projets de digitalisation de façon efficiente. Nous, en tant que courtiers, nous savons que la digitalisation a un coût. Et le coût, il n'est pas que financier seulement, il y a également un coût humain. Il faut que nous, en tant que courtiers, nous puissions soit mutualiser nos forces à travers nos associations nationales ou à travers la FIAC, ou également nous devons tout faire pour pouvoir être au niveau des assureurs pour que nos clients puissent être protégés. Ce qui est à préciser tout au début, c'est que nous sommes les commerciaux des compagnies d'assurance. C'est d'abord ça. Les courtiers d'assurance ne vendent autre chose que de l'assurance. Nous ne vendons pas des cacahuètes ni autre chose. Donc nous vendons que de l'assurance. Donc normalement, le circuit quand même de distribution des assurances, c'est nous. Et nous sommes des professionnels en la matière. Et à ce titre, quand on parle maintenant aujourd'hui de digitalisation, je pense que nous avons les outils nécessaires pour accompagner déjà les compagnies d'assurance déjà sur cet aspect. On peut s'accorder sur le fait que malgré tout, il faut qu'il y ait une franche collaboration. Une collaboration dans la confiance et la transparence. Les débats de la 49e Assemblée générale de la FANAF vont se refermer ce mercredi avec un dernier panel sur l'inclusion en Afrique. Le mardi 25 février 2025 à Grand-Bassam, la Confédération syndicale internationale Afrique a lancé la 15e édition de sa rentrée syndicale. Cette rencontre des syndicalistes du monde a été ouverte par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Durant 4 jours, les syndicalistes africains vont se pencher sur le thème employabilité, salaire vital, paix et transformation économique pour la justice sociale en Afrique, nous témoignent Kone Nanorgo et Nicolas Ngoa. La rentrée syndicale 2025 de la Confédération syndicale internationale Afrique s'est ouverte ce mardi 25 février à Grand-Bassam en présence du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Robert Begré-Mambé, qui avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre en charge de la fonction publique et celui en charge de l'emploi. Un rendez-vous crucial qui réunit représentants syndicaux d'Afrique, d'Europe et des États-Unis autour du thème employabilité, salaire vital, paix et transformation économique pour la justice sociale en Afrique. Par l'action du gouvernement, le dialogue social est en train de monter en puissance, pas dans le verbe, mais dans les actions. On a bien vu que nous avons été bénéficiaires d'un décret qui aura permis la création de comités sectoriels dans l'ensemble des 34 départements ministériels. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous voudrons que vous transmettez à son Excellence le Président de la République toute notre gratitude et notre infinie reconnaissance pour cette démarche courageuse. Pendant 4 jours, les échanges porteront sur plusieurs axes, dont la formation professionnelle, le financement des dispositifs et l'évaluation de leur efficacité. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, a mis en place plusieurs initiatives, notamment la revalorisation des salaires et des indemnités, afin d'améliorer les conditions des travailleurs et garantir un environnement social de paix par le dialogue. Ce forum est une opportunité unique pour le renforcement de la solidarité syndicale, des échanges sur les défis du monde du travail et de la formulation de nouvelles recommandations en faveur d'une Afrique plus unie, soudée, solidaire et émergente. Le gouvernement de Côte d'Ivoire reste très attentif aux conclusions de vos travaux
qui, nous l'espérons, aboutiront à des recommandations allant dans le sens de l'amélioration des rapports entre les gouvernements et les syndicats du monde du travail pour une paix durable dans nos États. Un message fort qui place le dialogue social au cœur des discussions pour un avenir plus équilibré du monde du travail en Afrique. Et parlons santé. Ce même 25 février, le gouvernement turc, représenté par son ambassadeur Deniz Erdogan Barim, a remis en présence du ministre ivoirien de la Santé les kits sanitaires au Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale au CHU de Cocody. Une bonne nouvelle pour la population ivoirienne car ce matériel de dialyse permettra de mieux prendre soin des patients souffrant de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire. Alan Itoua et Setekissi étaient témoins. Le matériel que voici joue un rôle très important dans un hôpital, plus précisément dans la vie d'un patient souffrant de l'insuffisance rénale. Cet équipement de santé, offert par le gouvernement turc à travers son ambassadeur en Côte d'Ivoire, Deniz Erdogan Barim, qu'il a remis symboliquement au ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Ngoupier Demba, dans le cadre de la coopération ivoiro-turque. Une bonne nouvelle pour les agents de santé, plus précisément du service du Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale, entendez CNP-TIR. L'ambassade avait été sollicitée par ce centre en soulignant les besoins urgents en termes de matériel. Nous avons transmis cette demande à l'agence turque de développement de la coopération TICA, qui a répondu favorablement à la requête. Très rapidement, l'agence a mis à la disposition du centre un générateur de dialyse de haute technologie avec tous les équipements nécessaires par son fonctionnement. Alors donc cet appareil est très important. Il est important à plus d'un titre, surtout en réanimation. On peut même aussi faire des dialyses à domicile. Je tiens à remercier la République sœur de Turquie à travers son Excellence Madame l'ambassadrice de Turquie en Côte d'Ivoire pour son appui inconditionnel au renforcement de notre système de santé. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, l'insuffisance rénale chronique constitue un véritable défi de santé publique à travers le monde, en particulier dans les pays à ressources limitées comme la Côte d'Ivoire. Donc c'est dans cette logique de coopération renforcée que nous recevons aujourd'hui ce précieux don de générateurs de dialyse et du matériel médico-chirurgical. À travers ce geste, la République de Turquie réaffirme son engagement à soutenir l'amélioration des soins de santé en Côte d'Ivoire. À savoir, plusieurs collaborations sont en cours pour cette année 2025, a affirmé Deniz Erdogan Barim lors de son discours. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers son directeur de cabinet adjoint, a initié le 25 février à Abidjan une conférence de presse sur l'organisation du premier passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Cette campagne de vaccination débutera ce 28 février au 3 mars et les enfants concernés sont ceux âgés de 0 à 59 mois. Plus de détails avec Alan Itoua et Setekissi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers la direction de coordination du programme élargi de vaccination DCPEV, a élaboré un plan d'action solide avec le soutien de leurs partenaires techniques et financiers de l'initiative mondiale d'éradication de la polio. C'est dans ce contexte que du 28 février au 3 mars 2025, le premier passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite aura lieu. Cette campagne vise à vacciner 9 712 691 enfants de 0 à 59 mois sur toute l'étendue du territoire national. Nous lançons du 28 février au 3 mars 2025 le premier passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite pour cette année. Cette campagne vise à vacciner 9 712 691 enfants d'un âge compris entre 0 et 59 mois sur toute l'étendue du territoire national. En septembre 2024,
Les journées nationales de vaccination ont atteint une couverture vaccinale de 106,7%, soit plus de 9 300 000 enfants de 0 à 59 mois vaccinés et donc protégés. Ces résultats sont encourageants, mais nous devons aller plus loin et surtout préserver les acquis. La cérémonie officielle de lancement aura lieu le 27 février 2025 dans le district sanitaire de Yopougon Ouest Songon, à la terrasse de l'école primaire publique Plateau, non loin de la formation sanitaire urbaine à base communautaire au quartier Port-Boué 2 à 9h. À tous les parents, gardiens d'enfants et membres de la communauté, sachez que la vaccination est gratuite. Le vaccin utilisé est le même que lors des précédentes campagnes. Il est à la fois sûr et efficace. À quelques mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, plusieurs initiatives émergent pour favoriser un climat électoral apaisé. Parmi elles, la première édition des rencontres citoyennes d'Abidjan, un colloque dédié à la promotion d'une communication médiatique responsable. Panels, ateliers et conférences ont meublé ces journées qui ont enregistré la présence du ministre de la Communication, des experts ainsi que des professionnels de la communication. Amiko Robara. Placée sous le thème « Quelle communication pour des élections apaisées », cette première édition a réuni des experts en communication, des professionnels des médias ainsi que des étudiants en journalisme. Objectif, échanger, former et renforcer les compétences des participants sur les bonnes pratiques à adopter en période électorale. Pour Baro Yakouba, initiateur des rencontres citoyennes, cette plateforme marque le début d'une vaste campagne de sensibilisation et de formation des acteurs des médias et de la communication en vue d'une couverture électorale équilibrée et responsable. Mais c'est une question de responsabilité, j'ai dit individuelle et j'ai dit collective. Individuelle parce que chacun de nous doit se sentir concerné par ce combat. Dans notre manière de parler, dans notre manière de défendre notre camp ou notre clan ou notre parti pris, dans notre manière d'aborder le débat politique et le débat public, il faut que nous-mêmes nous comprenions qu'il y a nécessité d'avoir le discours et la communication qui conviennent. Présent à l'ouverture, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, a salué cette initiative et exhorté les participants à adopter une démarche éthique. Présenter donc à tous les jeunes utilisateurs de médias sociaux qui sont là, toutes les initiatives prises par l'État pour avoir un Internet éthique, un Internet moral, un Internet respectueux donc des droits de chacun de nous, un Internet respectueux donc de la vie privée de chacun de nous. Et cela en période électorale nous paraît important parce que c'est le moment où on a le plus de tensions qui naissent, c'est le moment où on joue le plus sur les émotions. En 2 jours, panels, conférences et ateliers ont permis d'approfondir la réflexion sur les défis d'une communication électorale saine. Une première édition qui jette les bases d'un engagement collectif pour des élections 2025 placées sous le signe de la responsabilité et de la transparence. Intéressons-nous à l'agriculture. L'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire a convié la presse pour exprimer le souhait d'avoir une seule organisation pour le bien-être des agriculteurs en Côte d'Ivoire. C'était au cours d'une conférence de presse en présence des membres d'organisations de producteurs de café cacao. Le reportage est signé Sandrine Kwame et c'est ici. Il faut déjà remercier la volonté politique. Le président de la République a bien voulu accepter la signature d'une ordonnance depuis 2011 pour organiser les interprofessions agricoles. Donc depuis 2011, toute la série des interprofessions est en train de se mettre en place dans les filières. Et en 2023, la filière café-cacao, sur la volonté du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et des Productions vivrières, avec l'appui du Conseil du café-cacao, a vraiment entamé le processus de mise en place du collège des producteurs et de l'interprofession. Mais depuis 1 an, le comité technique qui a été mis en place pour conduire le processus est aujourd'hui en passe et nous ne comprenons pas grand chose. C'est pour ça que nous voulons interpeller ici le comité technique qui est dirigé par le directeur des organisations professionnelles agricoles du ministère de l'Agriculture pour dire que l'ensemble des organisations
ne comprennent plus le processus qui leur a été confié dans le cadre de la mise en place de l'interprofession et nous voulons avoir des explications. On souhaite concrètement une rencontre technique entre le comité technique pour qu'il puisse nous dérouler le programme, le plan d'action et le chronogramme d'action parce que les producteurs attendent beaucoup de l'interprofession de la filière café-cacao et aujourd'hui c'est un outil de gouvernance pour la filière. Un pied dans la culture à présent. La deuxième édition des Oscars de la culture baoulée de l'excellence s'est tenue ce 22 février à Cocody. Initiée par Donfort Productions, ces Oscars ont pour but de faire la promotion des us et coutumes baoulés. Cette cérémonie a été l'occasion de découvrir la musique tradie moderne baoulée et nos reporters Philippe Zabo et Christian Guéhi ont assisté à cette cérémonie. Ce samedi 22 février, la culture baoulée était à l'honneur. Une quarantaine de prix aux noms évocateurs ont été décernés lors de la cérémonie de l'excellence et des Oscars baoulés. Parmi eux, le prix Félix Houphouët-Boigny, le prix Henri Konan Bédié et le prix Kofi Gado. Des distinctions qui portent des noms de hautes personnalités baoulées, témoignant de l'originalité de cette fête et de l'amour des organisateurs pour leur patrimoine culturel. Je vois que de brassage en brassage ethnique, on a certains parents qui refusent même d'apprendre leur langue maternelle à leurs enfants. Ça fait un. Et quand il y a quelque chose au village comme les danses traditionnelles, à Jos, à Djemlé, tout ça, les religions, je ne sais pas pour attaquer quelqu'un, mais les religions dites révélées font que nos traditions partent à la perdition. La culture, c'est le cœur et l'âme d'un peuple. Un peuple sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures. Je suis baoulé, fier d'être baoulé. La culture baoulée que j'aime, que j'adore, je dois pouvoir aider à sa promotion. La culture baoulée a été célébrée dans toutes ses dimensions, notamment à travers la musique qui occupe une place centrale dans cette cérémonie. Mais les Oscars baoulés ne récompensent pas seulement les artistes. Des prix spéciaux ont été attribués à des ONG qui œuvrent pour le bien-être des populations d'origine baoulée. Donc Éclohun rassemble toutes les femmes baoulées de tout horizon, de père et ou de mère, parce que nous sommes très fiers de notre métissage. Vous savez que le métissage en Côte d'Ivoire est parti du peuple baoulé. Je suis très fier aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le marché qui est en construction, on a bâti une école maternelle et on a le terrain de football qui est en construction. Au total, une quarantaine d'Oscars ont été distribués au cours de cette soirée mémorable. Alors que l'Afrique possède une part importante des ressources naturelles mondiales, les secteurs extractifs comme l'exploitation minière suscitent des préoccupations environnementales. C'est dans ce contexte que s'est ouvert le premier forum africain sur l'environnement dont les industries extractives axées sur la réhabilitation des sites miniers dégradés en Afrique. Le forum réunit divers acteurs et vise à encourager un dialogue sur la durabilité et la gestion responsable des ressources. Charles Kouakou et Soro Estelle. Dans un contexte où l'Afrique détient une part significative des ressources naturelles mondiales, les industries extractives, notamment l'exploitation minière, le pétrole et le gaz, jouent un rôle central dans l'économie du continent. Néanmoins, ces secteurs soulèvent des préoccupations croissantes en raison de leurs impacts environnementaux, souvent néfastes et difficilement réversibles. En réponse à ces enjeux, le Forum africain sur l'environnement dans les industries extractives a été inauguré avec pour thème « Réhabilitation des sites miniers dégradés en Afrique ». Il faut dire qu'aujourd'hui, le fléau de l'activité d'orpaillage a fait de telle sorte que tout notre environnement est fortement dégradé. Toutes nos forêts sont dévastées au profit des industries extractives. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils cherchent juste l'argent, mais par derrière, c'est nos parents qui en souffrent, les communautés qui pleurent aujourd'hui. Ils n'ont plus de terre à cultiver. L'agriculture qui est en forte disparition. On a oublié de tout racheter, de tout remporter au niveau de l'extérieur, ce qui est un défi majeur. Dans cette optique, nous, en tant qu'ONG, on a vivement souhaité de chercher à voir quelles sont les alternatives qu'on peut apporter pour pouvoir résoudre ce problème afin de transformer les obstacles environnementaux en opportunités d'emploi vert. Pour le groupement des artisans miniers de Côte d'Ivoire, ce forum marque le début d'une nouvelle ère en faveur d'un environnement durable et prospère. Notre souci aujourd'hui à partir de ce forum, c'est de prendre des décisions courageuses à l'effet de protéger notre environnement de façon durable. Nous n'avons qu'une planète, qu'une seule planète. Nous devons la protéger non seulement pour nous, mais pour les générations futures. Je vous invite donc, chers participants à ce forum,
à intégrer les conclusions donc, de ce forum dans vos stratégies et les traduire en actions concrètes. Le forum s'est terminé par une visite des stands. Et toujours à Yamoussoukro, Ecolab se positionne comme un leader dans la fourniture d'instruments scientifiques et de solutions de métrologie, tout en offrant un service après-vente de qualité. Récemment, elle a organisé une visite à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire afin de renforcer les liens avec l'Office congolais de contrôle et d'établir un partenariat futur. Cette initiative a permis aux collaborateurs d'explorer la Côte d'Ivoire tout en posant les bases d'une collaboration fructueuse. Ecolab, dans le cadre de sa stratégie de développement, elle a établi des collaborations fructueuses avec des secteurs clés, notamment les industries agroalimentaires, du caoutchouc, minières, pétrolières, pharmaceutiques et cosmétiques. On associe également des universités et des centres de recherche de renommée mondiale pour favoriser l'innovation et l'excellence scientifique. Récemment, elle a organisé une visite significative à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, précisément la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, la Basilique Notre-Dame de la Paix, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny INPHB et bien d'autres, dans le but de renforcer les liens entre les offices congolais de contrôle OCC. Aujourd'hui, nous avons eu à recevoir le client OCC. Le fait de voir d'autres pays venir en Côte d'Ivoire pour pouvoir tisser des liens de partenariat avec Ecolab montre l'efficacité et la productivité de l'entreprise. Cela montre que l'entreprise a un bel avenir et cela nous permettra d'avoir aussi de nous insérer vraiment sur le marché mondial, le marché africain. Si on s'est déplacé pour Yamoussoukro aujourd'hui, cela avait un objectif fixe parce que l'Ecolab utilise des ingénieurs qui sont formés dans les écoles supérieures de Yamoussoukro. Et nous avons pensé, quand nous avons eu nos travaux et visité les installations de l'Ecolab, nous avons vu beaucoup de jeunes gens, vraiment la jeunesse dynamique, compétente et qui travaillaient. Et on a demandé, ces gens-là sont formés où? Il nous a été dit, c'est sur place. Et nous avons jugé opportun de visiter les laboratoires de ces universités. C'est la toute première fois, mais en voyant ce qui se passe ici, nous admirons et nous disons félicitations à Ecolab et à son directeur général. Il est important de noter que cette visite a débuté à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, et s'est achevée dans la ville historique de Yamoussoukro. On ne cessera jamais de parler de l'amour. La nuit de la Saint-Valentin a été également célébrée du côté de Bondoukou à la résidence privée du préfet de la région du Gontougo. Kouadio André, préfet de la localité, a convié les couples et les populations à la célébration de la Saint-Valentin et à ses invités de marque de passer une agréable soirée pour oublier un tant soit peu le stress du travail. Le compte-rendu d'Anissé Kouadio. Décor langoureux, c'est le spectacle romanesque décrit dans les jardins de la résidence du préfet de région à l'occasion de la célébration de la Saint-Valentin, jour dédié à l'amour. Ce soir, plusieurs couples d'amoureux ont répondu à l'appel du préfet de région pour déclarer à leurs différents partenaires tout l'amour qu'ils se portent mutuellement. L'organisation de cette soirée romantique, tu as vu défiler les flèches de Cupidon. Le préfet de la région du Gontougo avait à ses côtés des dignitaires traditionnels, parmi lesquels le roi du Morono, qui était accompagné de ses pères du Gontougo, notamment le chef de la province Pinongo et celui de la province Toumassa. Merci à vous tous, merci à tout le monde et bonne fête de l'amour. Bonne fête de l'amour parce que c'est ça, c'est cet amour qui nous unit ici. Que Dieu nous accorde l'amour dans l'abondance. Merci. Plusieurs directeurs et chefs de service, accompagnés de leurs époux et épouses, ont répondu à l'appel du préfet des régions pour la célébration de cet événement. Mon infinie gratitude à monsieur le préfet de la région du Gontougo qui a suscité cette cérémonie, cette retrouvaille, et cela est allé droit au cœur de monsieur le préfet de la région du Gontougo et nous permet ce soir de nous retrouver. C'est une très belle occasion. Une occasion d'amour, une occasion d'exprimer ce que nous avons de plus cher en nous,
vis-à-vis de l'autre. Tous les invités ont laissé éclater leur joie et se sont sainement amusés, révisitant les différents répertoires musicaux d'ici et d'ailleurs, dans une ambiance électrique. Notons que cette soirée, organisée par le préfet de la région du Gontogo, associée à la célébration de la Saint-Valentin, s'inscrit dans le prolongement de la cérémonie de présentation de vœux des différents corps constitués à la première autorité administrative de la région du Gontogo. Récemment, la paroisse des Saints-Martyrs de l'Ouganda à Soubré a vécu un événement marquant avec l'investiture de la nouvelle présidente de l'Association des femmes catholiques. Tchamé Ange Marcel, la nouvelle présidente, a dévoilé les grandes lignes de son mandat à la tête de cette association. Le commentaire de Michel Brou. À la paroisse des Saints-Martyrs de l'Ouganda à Soubré, l'ambiance était à son comble. La cause, l'investiture de Tchamé Ange Marcel dans ses nouvelles attributions. Et du Saint-Esprit. Dans une atmosphère empreinte d'émotion et de joie, la présidente a exprimé sa gratitude envers Dieu et ses pairs pour le choix porté sur sa personne. Elle a affirmé son engagement à mener à bien sa mission et à œuvrer pour l'union et la cohésion entre les femmes. Elle a également inclus le vivre ensemble au centre de ses actions. Ma mission est de rassembler toutes les femmes de ce et pourquoi pas au-delà de cette paroisse d'Oyele. Donc je me battais déjà pour ce rassemblement. J'avais déjà commencé avant même d'être présidente de la fête. Et je continuerai toujours à me battre pour la mission de la paix et de la femme. Marraine de l'événement, Koné Colette est revenue sur les qualités de la nouvelle présidente à diriger l'association. L'investiture de la présidente, qui est une femme vertueuse, une femme dynamique, une femme capable et qui donne envie de prier, envie de se rassembler. Alors nous retenons ce matin que nous avons eu droit à cette belle fête, mais surtout qu'elle s'est engagée à continuer d'entretenir l'union, la cohésion. Dans le même élan, le curé de la paroisse a appelé la présidente et toutes les femmes présentes à rester actives et solidaires tout en priant ensemble pour le bien-être des paroissiens. L'événement s'est achevé par des chants et des prières, début d'un ère nouveau dans la communauté chrétienne en général et pour l'association des femmes catholiques, en particulier dirigée par Tchamé Ange Marcel. Et pour terminer, le conseil régional du Guémont a tenu sa rentrée solennelle le jeudi dernier au cours de sa première réunion. Le président Seredo annonce plusieurs projets au profit des populations dans les domaines de la santé, l'éducation et le social. Nous témoigne Théodore Kanga. Lors de cette cérémonie, 25 conseillers actifs ont été distingués pour leur engagement et leur contribution au développement de la région. Les conseillers présents ont examiné et adopté l'état d'exécution du budget du 4e trimestre de l'année 2024, ainsi que l'exécution du budget 2025, mettant en priorité les secteurs de la santé, de l'éducation et du social. L'année 2025, nous allons donner la priorité, comme nous l'avons déjà commencé, terminer tous les ouvrages qui concernent le domaine de la santé. Parce qu'il faut reconnaître que le Guémont avait un besoin criard des centres de santé dans les zones rurales. Terminer aussi dans le domaine éducatif, les écoles primaires et les collèges de proximité, pour la plupart déjà achevés, et terminer donc des écoles primaires en satisfaisant tout le monde parce que je me suis donné une mission. 0 classe en bambou désormais dans le Guémont. Les conseillers ont salué le travail remarquable du président et les innovations apportées par le directeur général du conseil d'administration, Oulaï Déazi André. Je tiens à féliciter le président du conseil régional du Guémont qui, avec son équipe, a fait un travail très excellent et très remarquable. Cette première session de l'année 2025 s'est déroulée dans une ambiance de convivialité, témoignant de la cohésion et de l'engagement des membres du conseil régional du Guémont envers le développement de la région. Et c'est ici que s'arrête notre édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur la télé utile. À très bientôt.